4 ans après avoir été encensé avec son chef-d'œuvre Shangri-La, Mathieu Bablet nous revient avec son nouveau one-shot intitulé Carbone et Silicium. Un voyage dystopique qui nous met en garde sur un futur plus proche que jamais. I am the one who knocks. To pose you, you see. Why do we fall for us? So we can learn to pick ourselves up. Say what again? Say what again? I dare you. I double dare you, motherfucker. Say what one more goddamn time. I just told you who I thought I was. A god. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Bonjour tout le monde. Bonjour. Salut Dalil. Salut Léandre. Et voilà, une première dans le podcast, on va parler de BD, ce n'est jamais arrivé. Non, c'est vrai, une euh, émission complète sur la BD, non, c'est jamais arrivé. Pourtant, on en raffole tous les deux, dans un style différent, moi un peu plus les BD traditionnels. Toi, Moi, je suis ouvert à tout. tu es ouvert à tout. Mais... Je suis pas un mec qui me dit, ouais, non, je veux lire que de la franco-belge. Oui, bien sûr, mais tu as quand même un domaine d'expertise dans plus que dans ce qui est comics, je dirais. Ouais, on va dire. Mais et là, ce qui est bien, c'est que c'est un peu une fusion des deux. Ouais, c'est ça, c'est vraiment génial, hein, Carbone et Silicium, de Mathieu Bablet, qui est vraiment une fusion, t'as raison, entre le comics et la BD. On sait pas vraiment où le mettre, c'est un objet, un ovni. Un ovni, exactement. Mathieu, c'est un ovni. Bah, il a un peu débarqué, comme on l'a dit, il y a quelques années, avec... enfin, c'était pas sa première BD, mais c'est vraiment ce qu'il a révélé. Shangri-La, toi tu l'as lu, moi j'ai pas eu le temps de la lire, parce que donc, je viens de découvrir Mathieu Bablet avec ce podcast, et je suis tombé fan de son univers, donc Shangri-La sera ma prochaine lecture, mais malheureusement je ne l'ai pas encore lu pour ce podcast. Mais toi tu l'as lu. Ouais, je l'ai lu et je me suis pris une claque. Ben, parfait. Vraiment. Mais on ne va pas parler de ça aujourd'hui. Non, on va pas parler de ça. Enfin, je ferai quand même des parallèles, mais on n'en parlera pas. Oui, parce qu'on peut prendre tous ces one-shots comme un ensemble de manière générale, où des parallèles peuvent être faits entre les différentes histoires. Bah, c'est surtout que là, les 2 heures en fait sont politiques. Enfin, il a dit que pour lui, c'était fini, tout ce qui était politisé. Il va retomber dans un autre style de BD. Comme ces 2 œuvres sont tous les deux futuristes, tous les deux politisés, du coup, tu peux faire des parallèles sur la façon dont il va traiter ces sujets qui lui tiennent vraiment à cœur. Évidemment. Mais donc, Mathieu Bablet, qui est-ce ? Mathieu Bablet, c'est un auteur, évidemment, de bande dessinée français, vous l'aurez compris maintenant. Né le 9 janvier 1987 à Grenoble. Donc, il est tout jeune, hein, le petit Mathieu. Ouais, et on ne le croirait pas quand on voit ses œuvres. La maîtrise avec laquelle il fait ses dessins. On n'a pas l'impression qu'il est si jeune que ça. Et donc, comme tu l'as dit, ces travaux, ça porte surtout sur tout ce qui est politique, science-fiction, un peu post-apocalyptique. Donc, quand on regarde ses œuvres complètes, eh bien, il en a 4. Ouais. Et les 4, ils vont traiter de l'être humain et de la place et de son évolution dans le monde et son environnement. Ouais, tout à fait. Citons-les d'ailleurs. Hein. En 2011... Et il a commencé avec La Belle Mort. C'est ça, voilà. Donc une fiction post-apocalyptique en milieu urbain. Ensuite, il aura des projets participatifs avec son collectif, on y reviendra. Ensuite, en 2013 et 2014, vu que ça paraît en plusieurs tomes, on a Adrasté. Donc là, ça se situe dans la Grèce des mythes, mais toujours avec cette ambiance post-apocalyptique. Mais là, justement, je trouve que c'était... Je ne l'ai pas lu aussi, mais ça me donne envie de le lire parce que cette idée d'un univers un peu à la Mad Max, mais dans la Grèce antique, je trouve que c'est quand même... il fallait y penser. Ouais. Et surtout les planches. Enfin, moi, j'ai pas pu le lire aussi, j'ai pas pu avoir l'objet en main, mais les planches, toujours aussi magnifiques, avec... Enfin, tu t'y perds, en fait, simplement, et tu voyages dans son œuvre, quoi. Ça donne vraiment l'eau à la bouche. Enfin, plutôt la larme à l'œil. Et alors en 2016, donc Shangri-La, c'est le succès extrême. Il reçoit un accueil incroyable, sélectionné en compétition officielle au Festival d'Angoulême en 2017. Et l'album sera vendu à, je crois qu'il a plus de 100 000 exemplaires maintenant. Ouais, plus de 100 000 exemplaires, c'est énorme pour une BD franco. C'est incroyable. Hein. Et donc Shangri-La, c'est aussi un peu sur la science-fiction, post-apocalyptique. Mais là, ça se passe dans l'espace. C'est ça. Donc on est dans une station spatiale avec une colonie d'hommes qui s'est formée, qui vit et qui doivent consommer. Et donc enfin, cette année, donc en 2020, Carbone et Silicium, dont on va vous parler un peu plus. Là, on tacle un peu plus des sujets comme l'écologie ou l'identité de genre, mais on y reviendra un peu plus en profondeur.
Donc, comme on vous a dit, Mathieu Bablet, il travaille avec un label, donc le label 619, C'est ça. avec lequel il va faire pas mal de projets participatifs. Et le big boss de label 619, c'est Run. C'est Run, ouais. Donc en fait, le label 619, il est né en 2006. C'est Run qui s'est ramené chez Ankama et qui avait des planches pour sa BD Motherfuckers, qui a eu un film en 2018 avec à l'affiche Orelsan et Oh là Gringe. là. Et attends, parce que l'affiche américaine est tout aussi folle, puisqu'il y avait des membres du Wu-Tang Ouh. dans les voice-overs, quoi. Il y avait vraiment des castings de fous, mais dans chaque traduction, quoi. Et que je conseille aussi vivement. Il est vraiment bon, surtout au niveau de l'animation. Ankama était connu pour une certaine liberté dans le milieu de l'édition, puisque Ouais, c'est ça. l'édition française est un milieu assez... Assez strict avec des codes. c'est ça, des codes, et surtout, ce sont des chacals. Ouais. Hein, donc c'est assez difficile de percer, et puis le milieu est surchargé, enfin bref, je me perds. Et du coup, Tot, donc c'est le gars qui est à la tête d'Ankama, a confié une collection de livres, c'est comme ça que ça a commencé, Ouais. chez Ankama, où Run va commencer en fait donc il va produire son comics, Motherfuckers. Il va aussi rechercher d'autres pépites Mhm. dans le monde de la BD francophone, quoi. Et c'est là qu'il va tomber sur Mathieu en Sur 2008. Matt. Il va lui dire, ouais, toi viens et viens faire une BD chez nous, quoi. On t'édite. Et de ce qu'on comprend dans leurs échanges, c'était une évidence, quoi. C'est ça. Évidemment, ils ont exactement les mêmes centres d'intérêt, Mhm. donc il fallait qu'ils travaillent ensemble et ça fonctionne du tonnerre. C'est ça. Le label 619, qui était au départ juste une collection de livres, a eu maintenant son indépendance en Ouais. 2019. Ouais, c'est ça. Donc Run en avait était un peu surchargé au niveau de sa casquette de producteur. Il a demandé à ce qu'il devienne indépendant, mais Ankama a tout d'abord accepté, et ils ont un partenariat privilégié entre le label et Ankama. Et maintenant, les 4 dirigeants du label, c'est Run, Singelin, avec qui il travaille énormément depuis 13 ans. Il y a eu aussi Florent Maudou, avec qui il a travaillé sur Freaks and Squeal, et du coup Mathieu Bablet, Ouais. les 4 Les 4 fantastiques. fantastiques, en effet. Donc évidemment, on vous conseille un peu tout ce qui sort du label 619. C'est quand même de la qualité. Si vous voulez découvrir un peu la BD d'une façon différente de ce qu'on peut voir dans le petit Spirou, enfin tu vois, des C'est trucs ça, un peu ouais. plus traditionnels, n'hésitez pas à vous diriger là-dessus. Et donc on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet avec cette BD de Mathieu, Carbone et Silicium. Mais Dalil, qu'est-ce que tu as pensé de cette BD? Toi qui as lu en plus Shangri-La. Parce que de ce qu'on voit sur les réseaux, parce que c'est sur ça qu'on se base évidemment, il y a beaucoup de comparaisons qui sont faites évidemment. Mais Ils tu sont peux faits. pas... c'est ça en fait, c'est que Mathieu Bablet, il t'a mis ta claque, il t'a mis ta race avec Shangri-La, et du coup, l'attente était énorme, tu vois. Moi, j'ai fait l'inverse. J'ai d'abord lu Carbone et Silicium, et puis après, j'ai lu Shangri-La. Et du coup, les parallèles sont là, t'es obligé d'en faire, parce que les deux se veulent politiques, les deux se veulent contre cette société capitaliste, et du coup, tu vas en bouffer, quoi. Donc un petit synopsis peut-être pour commencer, on va pas la faire trop longue évidemment parce qu'on n'aime pas trop tout ce qui est spoil au podcast, vous le savez bien. Surtout Donc- qu'il y a énormément, c'est matière à spoil, quoi. Ouais, à fond. Donc on a juste Carbone et Silicium qui sont les protagonistes, qui sont deux intelligences artificielles créées en 2048 je pense à la Silicon Valley. Mhm. On va voir l'évolution de notre monde à travers leurs yeux. Et je pense que ça suffit. Ouais, je pense qu'on va s'arrêter là. C'est vraiment un voyage, en fait, sur la race humaine au travers des âges. C'est un voyage à travers le temps, mais c'est aussi un voyage tout court, vu que Mathieu va nous faire voyager vraiment à travers le monde, vu que on va se retrouver partout sur la Terre. Parce que souvent, quand on a des œuvres de science-fiction post-apocalyptique, etc., on est vraiment focus sur un endroit, tu vois. Et là, c'est vraiment pour montrer que la crise qui nous pend au nez sera mondiale.
Elle arrivera partout. Certains endroits de la Terre sont plus touchés que d'autres. Et ça, il nous montre aussi les inégalités qu'il y aura face à l'urgence écologique, par exemple. L'Inde qui l'a fort inspiré. Et donc, il raconte que ces voyages l'ont évidemment énormément inspiré, dont l'Inde, même au niveau donc, des paysages qui sont magnifiques, on y reviendra, mais aussi au niveau de la spiritualité bouddhiste, hindouiste, avec la réincarnation, vu que les intelligences artificielles, en fait, une date de péremption. Ouais, elles ont une date de péremption et donc vont devoir changer de corps encore tous les 15 ans. Et donc là, j'en dis déjà peut-être un peu trop, vu ton regard. Non, c'est bon, enfin, je veux dire, à un moment, oui, il faut il va parler, falloir quand même parler. Et c'est là que vient aussi tout le rapport qu'on retrouve avec le déterminisme social et l'identité de genre qu'on peut avoir. Donc un esprit dans un corps qui n'est pas forcément le nôtre, qu'on retrouve avec ces intelligences artificielles, mais qu'on peut parfaitement transposer à des sujets de société actuelle, quoi. Et c'est ça aussi la force dans cette œuvre, c'est que on le voit à travers les yeux de robots, mais qui sont à notre image à nous. Et donc qui ont une vue extérieure par rapport aux problèmes, mais qui les vivent elles-mêmes, vu qu'elles sont censées être à notre image, et donc réfléchir comme nous. Oui, mais putain, c'était tellement passionné. Mais oui, tout à fait, je me suis impressionné. Là, c'était vraiment passionné, mais oui, non, enfin, je partage ton avis, en fait, mais je t'avouerai que j'ai eu un goût d'inachevé dans son œuvre, en fait. Tu vois, il traite, pour moi, de trop de sujets en même temps. C'est vrai que c'est un reproche qu'on peut lui faire. Et on s'y perd, en fait. Et c'est ça qui me désole, parce que j'aurais vraiment voulu l'aimer comme j'ai aimé Shangri-La, en fait, ou comme j'ai aimé plein d'œuvres SF, parce que j'adore ça. J'adore la hard SF, de la science-fiction pure, en fait, ouais. à la Philippe K. Dick. Ça lâche des blazes. Ça lâche des blazes, quoi. Bah, pour moi, c'est le daron, quoi. C'est le dieu. Enfin, bref. Et lui, il le dit dans ses trucs. C'est difficile de rester à la page du jour, parce que tous les 6 mois, en fait, il y a un nouveau truc. Oui, c'est ça, ouais. Et du coup, à la moment, il devait vraiment rusher, parce que il y avait des thèmes qu'il abordait qui étaient déjà, en fait, traités dans notre société, tu vois. Et il avait du mal à rester à jour, quoi. Ouais. Surtout que c'est un projet qui a pris énormément de temps, vu qu'il a commencé à travailler dessus quand il terminait Shangri-La, quand il était aux dernières touches à mettre dans Shangri-La. Il dit que quand il a travaillé sur Shangri-La, c'était lors des 49.3, Gilets jaunes, etc., les grosses manifs en France, donc sous fond d'injustice sociale et révolution, etc. Donc ça a vraiment inspiré son œuvre. Et là, il dit que pendant qu'il était en train de travailler dessus, il y a eu beaucoup tout ce qui était manifestation climat, Greta Thunberg, etc. Et plein de mouvements qui sont venus aussi, les ZAD, et des mouvements alternatifs en fait qui sont arrivés. Et donc ça a inspiré énormément, évidemment, on le voit partout. Et je pense que c'est pour ça aussi que dans cette œuvre, il y a autant de sujets. C'est parce que il a retranscrit tout ce qu'il a vu pendant les années sur lesquelles il était en train de travailler. Et donc, oui, il y a un peu trop de sujets, donc ça empêche de vraiment se focus sur un en particulier. Mais tout, pour moi, tout fait un tout, en fait, tu vois. C'est cette théorie de l'effondrement et que ce système n'est pas adéquat et qu'un jour tout va cracher. Enfin, non, justement, que c'est pas un jour tout va cracher, comme on a déjà eu pas mal d'œuvres qui ont eu cette idée que tout allait péter du jour au lendemain et que le monde allait genre de Walking Dead, enfin tu vois, je pense à des trucs comme ça. Et là on est plus sur un processus qui va prendre longtemps, et c'est pour ça que le livre déjà est très long, hein, on est sur 240 pages. Non, on est sur plus 300 pages. 300 pages et on est sur évidemment beaucoup d'années, enfin on est sur un laps de temps gigantesque raconté. On est sur des... 3 siècles. 3 siècles, ouais, c'est ça. En fait, je comprends et je suis d'accord, tu vois. Il y a vraiment zéro souci et c'est vraiment personnel, en fait, ce sentiment. C'est une très, très bonne BD. Hein. Il faut pas oui. Il faut pas me dire ce que je n'ai pas dit. C'est une très, 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 très bonne BD. Mais j'ai eu du mal, en fait, à m'attacher à certains personnages, tu vois. Il y avait des actions, il y avait des faits qui étaient extrêmement importants. Pour le développement des personnages principaux, des personnages secondaires qui étaient extrêmement importants pour eux. Oui. Et il y a des moments où, en fait, j'avais
zéro empathie, Oui, il alors passe à que la je trappe. sais que je devais en avoir à ce moment-là, tu vois. Mm. Quand tu sens que le bouquin veut te dire que, par exemple, dans Shangri-La, il y a une construction des personnages secondaires qui est tellement ouf que quand il arrive un changement aux héros principaux, t'es en mode, tu as de l'empathie et t'es pas bien en fait, Ouais. tu vois, t'es dans quelque chose de plus maîtrisé. Je sais que tu ne l'as pas lu, Oui, oui, oui. mais enfin, tu verras, Oui, c'est sûr et compliqué certain, pour moi quand tu vas lire, tu comprendras Oui, oui, je vois ce que je veux dire. Oui, oui, je me doute. Mais, Mais après, enfin, une remarque toute conne, mais Shangri-La, ça s'appelait Shangri-La, et ici, ça s'appelle Carbone et Silicium. Il y a une raison aussi, c'est parce que Carbone et Silicium, c'est les deux protagonistes, et donc je pense que la volonté était de... Tu vas suivre ces deux personnes-là, oui, oui. et les autres passent un peu la trappe. mais Et après, dans les ça, le personnages truc. secondaires, Mais non, mais moi, dans- je pense qu'à un, tu vois, dans Carbone et Silicium. Ouais, mais ce que je veux dire par là, c'est que dans Carbone et Silicium, il y a des moments où les personnages, c'est vraiment important, où il va y avoir vraiment une modification de leur méta qui va être renforcée, Oui, en fait. oui, oui. Et ces moments-là, eh bien, tu sais que c'est des moments importants, tu le vois dans son dessin qui est dans les émotions qui passent au travers des personnages, mais j'ai eu du mal en fait à ressentir quelque chose. Mais après, enfin voilà, c'est Oui, vrai que c'est complètement personnel, aussi, tu ouais, vois, ouais, parce ouais, que tout à peut-être que fait. toi, t'as Ben, eu moi, un meilleur au niveau rapport. des personnages, pour moi, enfin, et en plus, c'est ce qui est un des aspects les mieux travaillés de cette BD, c'est le rapport entre Carbone et Silicium, le lien qui y a entre les deux, tu vois, qui va être construit comme ça tout au long de la BD. Enfin, pour moi, ce lien, ben, j'ai eu un peu du mal parfois, tu vois. Mais bon, je peux pas rentrer dans les détails, Oui, sinon non. je spoil, et là, c'est Non, vraiment ouais, des spoils ouais, graves. ouais, et là, oui. Mais moi, ce qui m'a plu dans la relation entre ces deux intelligences artificielles, c'est que t'arrives à un moment où t'oublies que c'est des robots, tu vois, Ah, que mais c'est des androïdes. personnellement, tout ce qui était Android, etc., j'avais complètement zappé, tu Ouais. vois. Pour Mais- tous, hein. Mais c'est pas après, forcément je suis pas- pas forcément dans leurs actions personnelles, mais dans leur relation à eux deux, tu Et vois. puis, il y a la phrase finale. Oui, 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 oui. Enfin, Oui, mais bon. bref, moi, Ouais, ouais. je parle pas de ça, mais je veux dire, tu sais, il y a même le moment où ils disent « Je pense qu'on est plus humain que eux ne le sont. Oui. Tu Oui, vois. oui, Il y a, oui, il y tout a à cette fait. phrase vers Ouais, la ouais, fin. ouais. Maintenant, je ne vous dis pas le Ouais, contexte de cette phrase, ouais. mais on sent en fait cette volonté de Mathieu d'effacer, et en tout cas de brouiller les pistes sur le fait que ce soit des intelligences artificielles, quoi. Ouais, ouais, évidemment. Parlons un peu aussi de l'esthétique de cette BD, parce qu'au final, c'est son plus gros atout, je dirais. Parce que les moments où j'étais un peu moins emballé par l'histoire, par le scénario, etc., j'ai toujours été rappelé par la beauté du dessin. Bah, pareil en fait. Donc, on l'a dit, c'est du post-apo, mais c'est pas un univers qu'on peut retrouver à la Walking Dead. Ouais, C'est pas un non. univers qu'on peut retrouver à la Mad Max. C'est pas, ça n'a rien à voir en fait avec tout ce que vous avez pu déjà voir ou lire sur du post-apocalyptique. On est sur des couleurs vraiment chaudes en fait. Il y Ouais, a c'est vrai. une pléthore de couleurs dans ce bouquin. Et puis, Babley, en fait, il a une façon de travailler qui est, si tu as une couleur dominante, eh bien, il va la décliner ouais. pour former sa planche, quoi. Enfin, c'est vraiment du Mathieu Babley, c'est vraiment sa patte artistique. Et alors, les décors qui Ouais, c'est ça. sont d'un Incroyable, les décors. travail Ouais. vraiment dingue. Et alors, des fois, tu as des pages complètes et tu restes 5 minutes dessus. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire exactement Et la t'es là, même t'es- chose. oh là là. Il explique que c'est la première fois dans ses BD où il devait faire des décors qui existaient, tu Oui. vois, dans le monde, vu que l'espace, tu peux laisser cours à ton imagination, la Grèce antique, etc. aussi. Et donc, il a beaucoup voyagé, et donc, il a dû s'inspirer de trucs réels, et il disait que quand il faisait ses études pour devenir dessinateur, il avait des cours de dessin architecturaux, etc., et que ça lui cassait les couilles de ouf, et que là, il a pris son pied, quoi, à faire ça. Et ça se voit, parce que ça se voit qu'il s'est fait plaisir sur les monuments, sur les villes, etc. Et t'es là, t'es waouh, quoi. Franchement, c'est vraiment cet effet, quoi. Moi, j'étais... en fait, je voyageais et j'étais aussi... et beaucoup de gens l'ont vécu comme ça. Je sais pas si toi aussi, tu as eu ce sentiment d'être mélancolique d'une vie que tu n'as pas vécue. Ouais. Tu vois, dans toute la BD, j'avais une certaine mélancolie où je me disais, mais putain,
je sais pas, j'avais des moments où j'étais juste bizarre, j'étais en mode contemplatif sur ce qui se passait, et j'étais en mode ah ouais putain, comme si moi j'étais déjà allé là-bas en fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, Ouais. c'est vraiment un sentiment assez particulier. Ouais. Mais il a toujours été comme ça dans son travail du décor. Hein. Je veux dire, dans Shangri-La, mec, quand tu vois la station à l'intérieur, t'es juste scotché, tu vois. Même l'absence de décor donc dans l'espace, où t'as juste une planète, etc., bah, t'es en mode contemplatif, quoi. Il a une force, en fait, dans son dessin, dans sa patte artistique, qui est indéniable, quoi. On retrouve aussi dans Adrasté, j'avais vu de ces planches qui étaient des décors de la Grèce antique qu'il avait copiés et qu'il avait... Enfin, j'étais juste scotché sur le cul, quoi. Ouais. Donc c'est vrai que les lacunes que certains pourraient trouver dans le scénario de cette BD, moi je trouve qu'elles sont quand même vachement compensées par la beauté des dessins. Bah, pour moi, on devrait la lire. Ouais, il faut l'avoir lu au moins une fois, et surtout il faut avoir lu son œuvre précédente au moins une fois aussi, qui est juste ouf. C'est une œuvre que tu peux conseiller à tout le monde, parce que oui, c'est ça. Ici, surtout Carbone et Silicium, elle est dans l'air du temps, et c'est vrai que cette problématique du genre y est traitée de manière assez fine, en fait. Oui, tout à fait, ouais. On Oui, ne te le fourre pas dans la gueule, Ouais. et c'est ça que j'ai aussi extrêmement bien apprécié. Peut-être terminer tout doucement ce podcast avec petite pub, parce qu'on est tombé en faisant nos recherches sur un Kiss Bank Bank d'une société de production d'animation qui veut réaliser une expérience de réalité virtuelle basée sur la BD Shangri-La. Le projet a l'air méga sympa. Malheureusement, ils n'y sont pas encore au niveau de la cagnotte. Donc, on vous mettra le lien, évidemment, dans la description de ce podcast. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Ouais. Les compensations sont plutôt sympas. Hein. Il y a la BD Shangri-La pour 50 €, signée par l'auteur. Avec plein de goodies. etc. Donc, mais c'est surtout... on va quand même parler 2-3 minutes sur le projet pour quand même donner l'eau à la bouche. Oui. Donc on va vraiment avoir une œuvre qui s'y prête à la BD, c'est-à-dire qu'ils se sont dit, on va encloisonner le spectateur dans une salle avec 3 gros écrans. Derrière chaque écran, on va avoir un orchestre qui va jouer de la musique pour te mettre dans l'atmosphère de la BD, et tu vas avoir en fait la BD, tu vas retracer la BD du Tianzhu Enterprise. Tu seras plongé complètement dans cet univers avec des notifications que tu vas recevoir en fait sur ton smartphone. Ouais, c'est ça. En direct, live, pendant la représentation. Franchement, un projet qui a l'air méga cool. Vraiment, franchement. Je pense que ça viendra jamais jusque chez nous. Non, mais s'il y a moyen, par exemple, sur l'île, moi j'irais. Ouais, c'est vrai. Ça a l'air d'être une expérience once in a lifetime, hein, comme diraient les Américains. Exactement, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à ça. Mais attends, où est-ce que tu pourrais te procurer cette BD ? Oh, mais quelle passe décisive. Mais oui. Quelle passe décisive. Parce que on veut, par exemple, moi j'ai envie d'acheter cette BD. Tout à fait, où est-ce que tu pourrais... Mais en fait, il se trouve que moi j'ai eu du mal à la trouver parce que tout le monde se l'arrache évidemment, mais à Mons, il y a un lieu sacré qui a un stock incroyable, qui a ses entrées évidemment directement chez Mathieu. C'est Ligne Claire. C'est Ligne Claire en effet, donc une petite boutique qui est bien implantée depuis 20 ans là. Tout à fait. Avec un charmant gérant. Mais pour justement valoriser le commerce local. Tout à fait. Allez chez Ligne Claire. Ce n'est pas une grosse entreprise capitaliste. Donc voilà, n'hésitez pas à aller vous le procurer. Ils ont évidemment Carbone et Silicium, mais ils ont aussi Shangri-La, et je pense qu'il y a moyen aussi. On peut commander les autres. Je sais pas du tout. Je te le dis, j'ai été voir sur le site. Ah, ok. Donc voilà, on mettra le lien sur le site. Évidemment. En description, pour vous rediriger vers les différentes œuvres de Mathieu Bablé. Et donc, pour terminer un peu, peut-être parler de son projet futur à Mathieu Bablé. Assez vite, on n'a pas encore énormément d'infos, mais il a déjà dit que, donc, comme tu as dit, il arrête avec tout ce qui est BD sur la politique, etc. Et il va faire un truc beaucoup plus positif. Ouais, mais on voit aussi l'évolution dans son truc. Déjà de Shangri-La à Carbone et Silicium, c'est déjà beaucoup plus positif dans les thématiques abordées, la façon dont il a traité le sujet, quoi. C'est ça. Donc voilà, Mathieu, si tu as écouté ce podcast, merci beaucoup.
Mes chers amis, si vous avez écouté jusqu'ici, merci beaucoup vous aussi. N'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, c'est bien des fois de faire la pub, Instagram, Facebook, et c'est tout. Les autres, on s'en occupe pas trop. Je pense que la dernière chose à dire, c'est que le podcast, c'est comme le transhumanisme. Voilà là. Ça aussi, ça ne passe ici. Ça. Ah j'ai aucune idée de comment tu veux que je termine ce truc. Plus t'as de gigas de RAM, je sais pas. Plus tu peux stocker d'émissions. Voilà, allez, à dans 2 semaines. Dans 2 semaines.